Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures.
Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le XIXe siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône? Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornaient la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but.
Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du Sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le Sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, Sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horé Maquette. De nombreuses légendes et théories affirment que le Sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du Sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le Sphinx cacherait le Hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le Sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du Sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le Sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le Sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le Sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le Sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le Sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du Sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ses connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays. Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building.
Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la Tour Eiffel ? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la Tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte ? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer 2 panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Vous creusez dans la célèbre nécropole de Saqqara en Égypte, qui fut un cimetière pour pharaons hyper prestigieux, quand soudain, vous découvrez une immense porte rose derrière laquelle se trouve quelque chose dont personne ne connaissait même l'existence. Derrière cette énorme porte en pierre, qui n'était pas censée être ouverte, soit dit en passant, vous venez de tomber sur une tombe oubliée de la royauté égyptienne. Bien, chers amateurs d'histoire, il va falloir vous accrocher, car des archéologues viennent de réaliser quelque chose tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones. Voyageons donc jusqu'à Saqqara, l'un des sites les plus mystérieux et riches en trésors de l'Égypte ancienne.
La vedette du spectacle, un prince dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le prince Ouserefre, fils du roi Ouserkaf. Personne de bien important, hein? Juste le fondateur de la 5e dynastie d'Égypte. Rien de bien sérieux. Mais la manière dont sa tombe a été découverte... Tout a commencé avec cette porte massive, faite de granit rose, rien de moins. Mais il ne s'agit pas simplement d'une dalle de pierre ordinaire, elle mesure environ 4 mètres de haut et plus d'1 mètre de large. Une girafe pourrait facilement la franchir sans se cogner la tête. Cette porte est également plus lourde que le SUV de votre voisin. Mais il y a un rebondissement, ce n'était pas une vraie porte. C'était une fausse porte. Un symbole destiné à permettre à l'esprit du défunt de passer du monde des vivants à l'au-delà. C'est là que notre histoire devrait prendre fin. Après tout, les fausses portes sont courantes dans les tombes. Mais celle-ci était vraiment spéciale. Vous voyez, les fausses portes étaient généralement fabriquées en calcaire, une roche assez commune et répandue un peu partout en Égypte. Pour en construire une en granit rouge ou rose, il fallait transporter ces roches depuis une carrière située à 650 km de là. Et vous vous doutez bien que le voyage n'était pas bon marché. Selon les égyptologues, c'est la première fois qu'une fausse porte de cette taille et de ce matériau est découverte en Égypte, ce qui en fait une pièce d'architecture totalement unique. Outre son coût extrêmement élevé, elle cachait également une surprise. Lorsque les chercheurs ont approfondi leurs investigations, ils ont réalisé que cette fausse porte dissimulait en réalité une véritable entrée. Et où conduisait-elle? À une tombe cachée remplie de statues, de reliques et de secrets vieux de plus de 4000 ans. La tombe appartenait au prince Ouserefre, mais vous pouvez aussi l'appeler Oussar Efra ou Wazer Efra, bien qu'il ait été complètement effacé de l'histoire. Ce gars n'était pas un noble quelconque. Les hiéroglyphes sur la porte en granit rose le désignent comme prince héréditaire, gouverneur de Bouto et de Nekeb, scribe royal, vizir, juge et prêtre lecteur. Ouf, un peu comme la version égyptienne de Daenerys Targaryen. Ces inscriptions non seulement identifient ses rôles politiques et religieux, mais suggèrent également qu'il détenait un pouvoir significatif, en Basse et en Haute-Égypte, ces deux régions reliées directement par ses titres. Un titre en particulier, prêtre de Sokar, le lie à la divinité de la nécropole, celle à tête de faucon. Ce dieu était à la fois le patron des vivants et le dieu des morts. Je suppose donc que ce prince oublié était plutôt important. Sa tombe, après tout, fut placée dans un endroit super chic à Saqqara. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le prince Ouserefre n'apparaît pas dans les listes officielles, ni dans les arbres généalogiques royaux, ce qui nous amène à nous demander s'il est décédé avant de pouvoir accéder au trône, ou si son héritage a été délibérément effacé lors d'un des innombrables drames politiques qui secouaient régulièrement l'Égypte ancienne. Certains érudits croient aujourd'hui que sa disparition serait liée à des luttes de pouvoir religieuses ou politiques datant du début de la 5e dynastie, à l'époque où son père Ouserkaf travaillait à remanier la religion du pays. Et en parlant de son père, le roi Ouserkaf fut un véritable pionnier. Il ne fut pas seulement le fondateur de la veuille dynastie, il a aussi provoqué une véritable révolution religieuse, en élevant le dieu soleil Ra au-dessus de divinités plus anciennes. En effet, Ouserkaf a construit le tout premier temple solaire à Abouzir, suscitant une réelle obsession dynastique pour ce culte. Après la fin du bref mais révolutionnaire règne d'Ouserkaf, d'autres pharaons sont entrés en scène. Saouré, Néferirkare, Niuserre-Ini. En gros, le boys band de la 5e dynastie. Et ces gars-là étaient focalisés sur deux choses, construire des pyramides et faire de l'argent. Ils ne se contentèrent pas d'empiler des pierres. Ils étendirent l'influence de l'Égypte, ouvraient des routes commerciales vers des terres lointaines, et pavaient leurs temples d'or et de splendeur à n'en plus finir. Dans les tombes, c'était encore plus cool. Il y avait une magnifique table d'offrandes en granit rouge, couverte d'inscriptions décrivant les aliments rituels, une sorte de menu éternel pour l'au-delà, car ils croyaient que les défunts pouvaient, comme par magie, se restaurer de ces aliments. Mais en fait, c'étaient les prêtres funéraires et leurs familles qui mangeaient tous ces mets. On a également découvert des fragments de poterie, des amulettes et des murs peints. Mais les véritables vedettes, là-dedans, c'étaient les statues. Et là, les choses deviennent assez étranges, mais dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert des statues du roi Djeser, celui qui a construit la première pyramide d'Égypte, de sa femme et de leurs 10 filles, à l'intérieur de la tombe du prince Ouserefre. Mais Djeser a vécu plusieurs siècles avant Ouserkaf.
Alors que faisaient-ils ces statues ici? Eh bien les scientifiques n'en savent rien. Ces statues furent construites pendant le règne du roi Djeser lui-même, et appartenaient probablement à cette première pyramide jamais construite. Les experts pensent qu'elles furent déplacées pendant la 26e dynastie, des milliers d'années après Djeser, peut-être pour les protéger de la destruction, ou peut-être parce qu'elles étaient encore vénérées. En gros, les anciens Égyptiens étaient des accumulateurs, mais d'une manière élégante. Les scientifiques savent également de façon certaine que certaines gravures et statues retrouvées dans cette tombe ne furent réalisées que bien plus tard, ce qui signifie que le site fut probablement transformé en une espèce d'entrepôt pour objets de luxe, ou peut-être s'agit-il simplement d'une forme de décoration intérieure très ancienne. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas tout. Il y avait une autre entrée en granit rose du côté est du tombeau, avec des inscriptions liées au roi Néferir-Karé, un autre pharaon de la 5e dynastie qui a également essayé de construire sa propre pyramide, mais a échoué. Et près de cette deuxième entrée, les archéologues ont découvert quelque chose de jamais vu auparavant à Saqqara. Un ensemble de 13 statues en granit rose, toutes assises en rang sur un banc à dossier, comme si elles étaient dans la salle d'attente du fisc de l'au-delà. Certaines avaient la tête surélevée et représentaient probablement les épouses du prince, tandis que d'autres n'avaient plus de tête du tout. Une statue en granit noir fut trouvée à l'envers. Peut-être est-elle tombée à un moment ou à un autre au cours de tous ces longs siècles silencieux. Selon les archéologues, la position et la forme des têtes suggèrent que ces statues suivaient une hiérarchie sociale stricte, avec les figures centrales représentant probablement des individus de statut plus élevé. Les statues sans tête pourraient indiquer un travail inachevé ou des actes de vandalisme. Et à propos de statues en granit noir, on en a trouvé une autre à l'intérieur de la tombe. En se basant sur sa forme et ses inscriptions, il semble qu'elle ait été placée là au cours de la 26e dynastie, à l'époque où furent déplacées ces autres statues, celles de Djeser. Cela suggère que la tombe n'était pas abandonnée. Elle a été réutilisée, adaptée, et peut-être même vénérée par les générations suivantes. D'ailleurs, le granit noir fut associé à Osiris, le dieu des enfers, pendant la période tardive. Ce qui signifie que la présence de cette statue est un indice que la tombe est devenue un espace rituel bien après la mort du prince. Tout cela, des portes en granit géantes, des statues surprenantes, des tombeaux réutilisés, constitue une découverte absolument passionnante. Le prince Ouserefre n'est peut-être pas encore un nom connu, mais son tombeau est désormais l'un des plus fascinants jamais découverts à Saqqara. Il témoigne non seulement de ce qu'était l'ancien empire, mais aussi du fait que les anciens Égyptiens restaient en contact avec leur passé, même des milliers d'années plus tard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cacher un tombeau derrière une porte factice? Pourquoi le remplir de statues de différentes époques? Et qui était exactement le prince Ouserefre? C'est le genre de mystère qui pousse les archéologues à creuser et qui nous fascine. En fin de compte, cette découverte ne concerne pas seulement un tombeau. Elle concerne tout ce qui repose encore sous les sables d'Égypte. Au fur et à mesure que nous faisons de nouvelles découvertes, nous réalisons que l'histoire ancienne ne disparaît jamais. Elle sommeille simplement, derrière d'immenses portes de granit rose. Il y a de nombreuses portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, voire des siècles. La question est pourquoi ? On pourrait penser que de nos jours, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Mais le truc, c'est que certaines sont condamnées pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu savoir quel type de trésor elles cachaient. Voici 4 portes mystérieuses. Le Taj Mahal. Nous commençons avec le Taj Mahal en Inde, l'un des endroits les plus romantiques au monde. Shah Jahan l'a commandé en 1631 et l'a dédié à sa 3e femme qu'il aimait comme un fou. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont eu 14 enfants ensemble. Mais malheureusement, elle est décédée en donnant naissance à leur dernier bébé. Shah Jahan a eu le cœur brisé et a décidé de construire un tombeau grandiose pour se souvenir d'elle. La construction a duré 20 ans. Le bâtiment a une disposition assez intéressante. La conception est super inhabituelle avec ses 4 minarets massifs de 40 mètres de haut qui se dressent au coin d'une énorme plateforme. Ils ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Au XVIIe siècle, les architectes avaient de sérieux problèmes avec les bâtiments qui s'effondraient sous leur propre poids. L'architecte en chef du Taj Mahal s'est donc assuré de placer ces minarets aussi loin que possible du tombeau. Il les a même inclinés de façon à ce que, s'ils devaient effectivement chuter, ils ne détruisent pas le reste du Taj Mahal. Tu parles d'une super planification. Le Taj Mahal cache des secrets insensés.
Il y a des pièces scellées un peu partout dans lesquelles personne n'a le droit d'entrer. Et si tu regardes les photos du bâtiment depuis le bord de la rivière, tu peux apercevoir 2 sous-sols. Mais devine quoi, ils sont également fermés. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, ni pourquoi ils sont verrouillés depuis l'époque de Shah Jahan. Apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ces pièces sont interdites. Certains chercheurs pensent qu'elles ont été construites avec du marbre, qui se transforme en une substance différente appelée carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Et lorsque cela se produit, de petits morceaux de marbre commencent à s'écailler comme des petits fous. Pour aggraver les choses, il n'y a pas d'air qui circule dans ces pièces. Cela signifie que si trop de CO2 s'accumule dans le sous-sol, les 4 minarets pourraient s'effondrer. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que le corps de la femme de Shah Jahan se trouve peut-être dans l'une de ces pièces scellées, en parfait état. Et pourquoi pas? Qui sait ce que ces salles mystérieuses peuvent bien garder? Le Grand Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est entouré de mystères. Ce n'est pas seulement la plus grande statue monolithe au monde, c'est aussi une créature hybride avec une tête de femme et un corps de lion qui trouve son origine dans les mythologies égyptiennes et grecques. Elle est également très ancienne. On estime qu'elle a environ 4500 ans. La construction de cette merveille a duré approximativement 3 ans et a nécessité 100 ouvriers, qui n'étaient pas des esclaves, mais étaient traités avec des mets délicats comme de la viande de mouton et de chèvre. On pense par ailleurs qu'elle était autrefois beaucoup plus massive qu'aujourd'hui. Les archéologues ont trouvé d'énormes blocs de pierre et des boîtes à outils abandonnées près du site. Cependant, les véritables secrets du Sphinx se trouvent sous terre, près de ses pattes. Un groupe de scientifiques a utilisé un sismographe pour détecter 2 chambres cachées sous les pattes du Sphinx. Certaines personnes pensent que ces chambres pourraient être le légendaire Hall of Records, qui contient d'anciens parchemins révélant les secrets de l'univers. Je peux te dire que c'est bien plus cool que n'importe quelle bibliothèque que j'ai jamais visitée. La rumeur veut que les Égyptiens aient même caché des informations sur l'Atlantide. Autant dire qu'on est sur une version très ancienne de la théorie du complot. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout simplement partir à l'aventure pour vérifier. Les chambres ont vraisemblablement 2 entrées, mais elles restent toutes 2 scellées. Les chercheurs n'ont pas encore reçu le feu vert pour vérifier leur théorie. Espérons qu'ils ne nous tiendront pas en haleine indéfiniment. Temple Sri Padmana Baswami. Ce temple est situé dans le magnifique état du Kerala en Inde. Ce temple est célèbre pour bien plus que sa beauté à couper le souffle. Sous le temple, il y a 6 voûtes, nommées de façon créative A, B, C, D, E et F. Les énormes portes en fer de ces chambres ajoutent au mystère de ce qui se cache derrière elles. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'ouvrir ces voûtes au monde, mais la tâche n'a pas été facile. Tu ne peux pas tout simplement ouvrir les portes et entrer. Non, la démarche a demandé beaucoup de travail. Cela leur a pris du temps, mais finalement, en 2011, ils ont ouvert 5 des 6 chambres. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Des tonnes de trésors, des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux en diamant d'une valeur inestimable. La valeur estimée de tout ce qui a été trouvé dans les chambres fortes est de 1000 milliards de dollars. C'est comme si le temple avait été la source d'inspiration réelle de la caverne des merveilles d'Aladin. Mais attends, j'ai dit 5 des 6. Qu'est-il arrivé à la dernière? La chambre forte B est restée fermée, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils n'ont tout simplement pas réussi à l'ouvrir. On croit même qu'elle est mortellement maudite. La légende dit que seul un saint ou un sage peut briser la malédiction en chantant un mantra spécifique. Mais personne n'a encore réussi à le faire. Sans doute parce que nous n'avons pas de saint ou de sage à notre disposition. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, dans les années 30, des envahisseurs de temples ont essayé d'entrer dans la chambre forte B pour y faire un bon vieux pillage classique. Mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Apparemment, de terribles serpents se sont matérialisés de nulle part et ont chassé la bande. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende urbaine, et il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, on dit que le vérificateur général qui s'occupe du temple a affirmé que la chambre forte B avait été ouverte au moins 7 fois depuis 1990, et que rien de grave n'était arrivé à quiconque y était entré. Qui sait, peut-être devrions-nous envoyer Indiana Jones pour vérifier. Le tombeau du premier empereur. Au plus profond d'une colline, complètement intacte et entouré de pièges dangereux, se trouve un ancien tombeau vieux de 2000 ans. Il appartient à Qin Shi Huang, alias le premier empereur de Chine. Il est né dans l'état de Qin et est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a acquis tous les pouvoirs, il a unifié les États belligérants qui divisaient la Chine ancienne en les conquérant. Il a ensuite créé la dynastie Qin. Lorsqu'il est mort en 210 avant notre ère, il a été enterré profondément sous terre dans un tombeau massif. Et quand je dis massif, je veux dire massif.
En 1974, des fermiers de Xi'an, en Chine, sont tombés sur quelque chose d'étrange en creusant un puits. Un énorme soldat en terre cuite. Cette découverte a donné lieu à des fouilles archéologiques approfondies qui se sont poursuivies pendant plus de 40 ans, révélant une collection de milliers de soldats en terre cuite. Ce qui est unique à propos de ces soldats, c'est que chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, des coiffures aux expressions faciales. On pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8000 de ces soldats, mais seulement 2000 ont été trouvés jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que la tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos de l'empereur, n'a pas encore été touchée. Les documents anciens font référence à une vaste ville souterraine que l'empereur a construite, avec des tours panoramiques, des palais, etc. Sima Qian, un historien de la dynastie Han, a écrit que la tombe était ornée de trésors et qu'elle pouvait accueillir des centaines de personnes. Mais le manque de technologie pour examiner correctement le site bloque les recherches. Qin Shi Huang était entouré de mercure liquide dans sa tombe, avec 2 des ruisseaux représentant les principaux fleuves de Chine, le fleuve jaune et le Yangtze. Les anciens Chinois croyaient que le mercure pouvait provoquer l'immortalité, mais il aurait également pu causer la mort de l'empereur puisqu'il prenait régulièrement des pilules de mercure pour prolonger sa vie. Les niveaux dangereux de contamination au mercure dans le sol près de la tombe sont la principale raison pour laquelle les scientifiques hésitent à l'explorer. Cela pourrait être très dangereux à la fois pour les gens et pour l'environnement. Si tu me demandes mon avis, si je devais choisir quelle porte ouvrir, je choisirais probablement celle qui ne mène pas à une tombe entourée de mercure toxique. Traite-moi de fou, mais j'aimerais éviter tout risque potentiel pour la santé. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides.
Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Saviez-vous que des arbres poussaient, jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles, menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement, de véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant, soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré. Prenez un instant pour y songer. Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout, la suite est encore plus surprenante.
Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une 3e forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier, mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques pour déplacer les blocs des pyramides? Oublier la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent. Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site. Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face aux dérèglements climatiques et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendirent pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma.
Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant.
La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent, disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres.
Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet.
On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Il y a plusieurs milliers d'années, bien avant les grues, les moteurs et l'électricité, les anciens Égyptiens ont accompli l'une des plus grandes prouesses architecturales jamais réalisées, la construction des pyramides. Ces énormes blocs de pierre, dont certains pèsent autant qu'un Range Rover, perchés à plus de 60 mètres de hauteur, paraissaient si irréels que beaucoup ont même cru que des extraterrestres avaient participé au chantier. Mais de nouvelles recherches montrent que le secret se trouvait bel et bien ici même sur Terre. Les Égyptiens ont très probablement utilisé un immense ascenseur à eau pour déplacer ces lourdes pierres lors de la construction de leur toute première pyramide, la pyramide à degrés de Djéser. La première question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Où ont-ils trouvé de telles quantités d'eau pour mener à bien cette entreprise au milieu du désert ? Certaines études disent qu'il y a des milliers d'années, il pleuvait bien plus régulièrement sur le désert du Sahara qu'aujourd'hui. Ainsi, le paysage devait ressembler à une savane, et non à un désert, et il est donc possible qu'il y ait eu suffisamment d'eau pour un appareil de levage hydraulique primitif. Les chercheurs ont découvert de profonds puits verticaux à l'intérieur de la première pyramide en pierre. Pour cela, ils ont utilisé un modèle informatique pour examiner les parties intérieures de la pyramide, ainsi que les tunnels souterrains présents sur le site. L'équipe a également utilisé des images satellites de haute résolution de la zone, afin d'obtenir une estimation des précipitations à l'époque dont nous parlons. Les résultats indiquent que les Égyptiens placèrent donc un bloc de pierre massif au sommet d'une plateforme en bois flottante, un peu comme un radeau, puis remplissaient lentement le puits. Et l'eau, en montant, soulevait la plateforme et la pierre vers le haut, un peu comme un mont de charge. Ce processus ingénieux porte le nom de levage hydraulique, et il est très similaire au fonctionnement de certaines de nos machines modernes. À l'époque où les Égyptiens utilisèrent ce procédé, ce qui est encore incertain, ils le faisaient avec des outils très rudimentaires, mais une compréhension extrêmement avancée de la mécanique des fluides. Il leur fallait contrôler soigneusement la quantité d'eau ajoutée dans chaque puits pour soulever progressivement les blocs et s'arrêter au niveau souhaité afin de pouvoir poser les pierres au bon endroit. Les scientifiques veulent maintenant savoir s'il s'agissait là du premier grand système de ce genre, ou si quelqu'un en avait déjà fait usage avant les Égyptiens. Mais tous les archéologues ne sont pas entièrement d'accord avec ces hypothèses. Certains avancent qu'il n'existe pas de preuves directes, ni écrits, ni schémas datant de l'époque en question, qui indiqueraient que les Égyptiens ont effectivement utilisé un système de levage hydraulique. Qu'ils aient ou non employé cette méthode, une chose reste sûre. Les personnes qui ont construit la pyramide à degrés étaient des génies. Ils savaient déplacer d'énormes pierres jusqu'au sommet d'une construction, et ce avec une précision incroyable, et ils ont utilisé des techniques qui continuent d'impressionner les scientifiques d'aujourd'hui. À l'ouest de la pyramide, les archéologues ont découvert les traces d'un ancien lac ou bassin artificiel. Ils pensent que les Égyptiens auraient créé ce lac temporaire et utilisé des canaux afin d'acheminer l'eau vers la pyramide. La pyramide elle-même aurait même été entourée d'une douve permettant de diriger l'eau vers ses puits verticaux. Il y a même une énorme structure en pierre à proximité. On pense qu'il s'agissait d'une espèce de barrage. L'eau y était stockée, et on en faisait passer exactement les quantités dont on avait besoin. En fait, les scientifiques ont découvert que 31 pyramides
ont probablement été construites le long d'une ancienne branche perdue du Nil. Elle est maintenant cachée sous le désert et les terres agricoles. Pendant de nombreuses années, les archéologues se sont dit que les anciens Égyptiens devaient avoir utilisé une voie navigable à proximité pour transporter des matériaux, des équipements, des personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à récemment, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie navigable par rapport au site des monuments. Ils ont étudié des images satellites radars, des cartes historiques, des relevés géophysiques et des carottages de sédiments pour cartographier la branche du fleuve. Les scientifiques croient aujourd'hui qu'une immense sécheresse et des tempêtes de sable l'ont enseveli il y a des milliers d'années. Ils ont réussi à traverser la surface de sable et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. L'équipe a même trouvé des rivières cachées, ainsi que des structures anciennes dans le voisinage de la plupart des pyramides. La découverte de cette branche du fleuve pourrait nous dire pourquoi il y a tant de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est maintenant une zone inhospitalière du désert du Sahara. Et comme si ce n'était pas assez impressionnant, la région semble avoir été dotée d'une sorte de système de filtration des eaux. Il semble qu'il reposait sur une série de compartiments en pierre qui ressemblent étonnamment à nos usines modernes de traitement des eaux. Ainsi, les Égyptiens ne se contentaient apparemment pas de remplir leurs puits. Ils utilisaient une eau qu'ils avaient traitée et purifiée au préalable. Ils voulaient s'assurer qu'elle était propre et coulerait en quantité suffisante pour ne pas endommager la pyramide ou inonder la région. Bien, le transport de l'eau est une question complexe, mais même des choses beaucoup plus simples en apparence, comme le nombre de côtés que possède la grande pyramide de Gizeh, peuvent encore nous surprendre. Ce n'est pas 4, comme vous pourriez logiquement le croire, ce n'est même pas 5 ou 3, mais 8. En 1926, un pilote britannique a survolé la pyramide et pris des photos, confirmant officiellement cette découverte. Depuis les hauteurs, il a remarqué que chacune des 4 faces de la pyramide était légèrement enfoncée au milieu, de haut en bas. Ces légères courbures vers l'intérieur divisent chaque face en 2 moitiés, transformant la pyramide en quelque chose qui ressemble davantage à un octogone. Ce renfoncement est très subtil. Il est invisible au niveau du sol, mais depuis les airs, il saute aux yeux. C'est peut-être cette forme étrange qui a permis à la pyramide de se maintenir pendant plus de 4500 ans. Cette caractéristique si particulière, associée à une base extrêmement solide, pourrait avoir aidé la pyramide à résister à toutes sortes de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les fortes pluies et la pression constante due à son énorme poids. La pyramide a probablement dû faire face à plus de 500 tempêtes violentes au cours de son existence. Et les couches de pierre inclinées se seraient renforcées avec le temps, grâce à ce prodige architectural. Un peu comme une vis qui se resserre quand on la tourne. Si la pyramide avait été construite avec des couches de pierre totalement plates, elle aurait peut-être fini par se désintégrer. Aux dernières nouvelles, il pourrait y avoir une immense ville ancienne cachée profondément sous les pyramides. 2 scientifiques ont annoncé qu'ils avaient utilisé une nouvelle méthode pour lire les données issues d'une technologie portant le nom de radar à synthèse d'ouverture. C'est un peu comme une radiographie, mais pour le sol, et les satellites l'utilisent normalement pour regarder sous la surface de la Terre. Donc, nos 2 scientifiques affirment qu'avec cette technologie, ils ont réussi à repérer des structures gigantesques situées à plus d'1,5 km sous terre, directement au-dessous de la pyramide de Khéphren à Gizeh. Les scientifiques ont trouvé 8 puits profonds entourés de chemins en spirale, menant tous à 2 énormes chambres cubiques, chacune mesurant presque 91 mètres de large. Il y a 5 autres structures au-dessus des puits, toutes reliées par des tunnels. Tout cela pourrait faire partie d'une ville souterraine préhistorique ou même d'une ancienne centrale électrique. L'idée n'est pas nouvelle. Jadis, l'historien grec Hérodote parlait déjà de chambres cachées sous les pyramides. Au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, des rumeurs similaires ont refait surface. Puis, au XXe siècle, un médium américain a affirmé qu'il y avait une chambre des archives, enterrée sous Gizeh. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent cette hypothèse sont de véritables scientifiques. Ils détiennent des doctorats et prétendent même avoir inventé une toute nouvelle méthode de scan. Pourtant, de nombreux experts restent sceptiques quant à cette découverte. Personne n'a encore officiellement testé cette nouvelle technologie sur laquelle ils disent s'appuyer. Ils basent leur reconstruction sur des suppositions et non sur des preuves tangibles. Et surtout, leurs affirmations ne correspondent pas à ce que les archéologues savent déjà de cette zone grâce aux fouilles réelles. Donc, tant qu'il n'y aura pas de preuves solides et confirmées scientifiquement, l'idée d'une ville perdue sous les pyramides restera simplement un beau rêve.